Bien, bonjour à tous. C'est un plaisir de vous accueillir ici aujourd'hui à la Maison du Commerce et de l'Industrie du Gers, dans cette salle André Daguin, du nom de celui qui a présidé cette institution de 1985 à 1997. Bienvenue donc. Merci à André pour l'initiative de ces semailles occitanes, événement original et exercice stimulant que nous pourrons reproduire, je l'espère. Les échanges d'hier ont été riches. Nous avons mis la tête dans les étoiles, mais aussi gardé les pieds sur terre. Il a parfois fallu modérer les modérateurs. C'était une belle journée. Les thèmes abordés et la nature des échanges m'ont conforté dans l'idée que le Gers est un département qui vit dans son époque, au cœur des enjeux d'aujourd'hui et de demain. Cette semaine, en tout cas, c'est l'endroit où il faut être. Comme disent les anglo-saxons, the place to be. Alors il est toujours bon de faire quelques citations. Je vais donc citer deux phrases cultes de Jean-Pierre Raffarin. La route est droite, mais la pente est forte. Et ayons la positive attitude. Voilà, alors c'est pas très philo, mais ça parle à tout le monde. Voilà, avant de passer la parole à André, un mot sur l'organisation de cette matinée pour vous dire qu'un buffet vous sera servi au terme de la restitution des échanges vers 12h30 environ. Voilà, bonne journée à tous. Heureux de vous voir à l'heure, sage, assis là où on vous a dit de vous mettre, ce qui est extraordinaire. Je pensais, moi, que de cornaquer un troupeau de savants comme ça ne serait pas possible. Pas du tout, ils sont à l'heure, ils font ce qu'on leur dit. Peut-être un moment de fatigue de leur part. Alors, un peu d'histoire. Il faut que vous sachiez que cette idée est une idée de Michel Cassé. Mais elle a germé au Sénat. Et elle a germé où? Au restaurant du Sénat, à table, invité par Franck Montaugé, qui a commencé à illustrer où il est. Et qu'est-ce que tu fous dans le coin, là? Mets-toi là. Là. Parce qu'il y a un fauteuil de sénateur, là, qui t'attend. Et alors, c'est son accueil qui nous a encouragés et qui nous a fait comprendre que cette idée n'était pas si farfelue que ça, et que, ma foi, si le sénateur, maire d'Auch à l'époque, était partisan de cette idée, on allait la faire prospérer. C'est ce qu'on a fait. Et il nous a cornaqué un peu, on sentait qu'il était un peu la rampe de lancement de tout ça. Enfin bref, si on est là, c'est beaucoup grâce à lui. Beaucoup aussi grâce au conseil départemental du Gers qui nous a bien aidés, grâce aussi au Crédit Agricole qui est un de nos partenaires principaux, grâce au BNIA, grâce à la maison Gélas, grâce à Plémont, dont vous voyez les bouteilles coiffées ici. Je voudrais ne pas en oublier parce que Jean-Michel Lussunu me ferait les gros yeux. Qui j'ai oublié? Les 3 chambres consulaires, mais on les voit. Et c'est très heureux. C'est très heureux de voir les 3 chambres consulaires ici. C'est pas arrivé souvent, et à mon époque, ça n'arrivait pas du tout. Alors maintenant, ça arrive, c'est bien. Alors, vous allez avoir le compte rendu de ce qui s'est... Non, pas le compte rendu. Une évocation de ce qui s'est passé hier, parce que le compte rendu, vous l'aurez sous la forme d'actes imprimés vers la fin du mois de mai, à la Chambre des métiers, à l'invitation de Guy Sorvader, et là sortiront les actes sérieux et relus. Ce que vous aurez aujourd'hui, c'est simplement une petite évocation de ce qu'on a fait hier. Et hier, c'était très intéressant parce qu'il y avait des gens qui sont attachants. Par exemple, François Gémen, lui, il a le pessimisme des optimistes. Il dit, pour sauver la Terre, il est déjà trop tard. Et là-dessus, il faut le camp prendre l'avion avant le début de la conférence. Michel Cassé, le Florentin, enlève ton béret un peu, dont la tête a dépassé les cheveux, oui, mais il se fait la réunion avec un crayon. Et il est Florentin, rappelez-vous, parce qu'il y a un autre complice qui est ici, lui, c'est l'inverse, il a du poil partout. Enfin, ce qui est visible.
il a le talent d'aller débusquer le petit gibier dans les terroirs minuscules. C'est-à-dire que lui, il a une arène extraordinaire du côté de Genève, Avis qui serait jaloux de ça. Alors, une arène gigantesque pour chasser un tout petit gibier. Le boson de... Comment il s'appelle? De Higgs. De Higgs, c'est lui. Et alors, tout à l'heure, vous aurez un numéro de duettiste entre deux Gersois. Parce que le mérite de Mansoulier, c'est d'être le fils du président des Gascons de Paris, ce qui n'est pas rien. Il y avait aussi Heinz Wiesmann, où il est. C'est un sage qui a le privilège d'avoir des migraines qui lui donnent des visions, mais des visions positives, et il nous fait participer à ça de manière très intéressante. Il y a aussi Maurice Gardès. Il est archevêque. Et alors, il veut qu'on le tutoie. On va y arriver. Et avec lui, parce qu'il pose des questions aussi. Donc, on est à tu à quoi avec lui? Je vous laisse le temps de la digérer, celle-là. Jean Audouze, lui, c'était le ciel de l'Élysée. Il était le conseil de l'Élysée pour l'espace. Il est là. Il a une patte un peu abîmée. Il est snob. Il s'est fait une déchirure musculaire à la cuisse comme un 3 carrel. Jean-Robert Franco, qui nous a bien aidés dès le début. Il est en résidence dans un petit village à côté d'Auch et il nous a bien aidés dans la recherche de partenaires, de compétences. Et hier, il a bien animé sa table parce qu'il avait au pied levé la charge de remplacer Carrière, qui a eu 2 mauvaises nouvelles à la fois, qui n'a pas pu venir. 1, parce qu'il s'est abîmé un genou, et 2, parce qu'il a appris une très mauvaise nouvelle pour sa fille cadette. Donc Franco s'est bien débrouillé. C'est un photographe qui n'aime pas les clichés, en quelque sorte. Je vois que vous réagissez un peu, hein. C'est bien. Alors, il y a aussi Arnaud. Arnaud, mon fils, c'est le barbu, qui a l'air plus vieux que moi parce qu'il a plus de barbe et de moustache. Marc Couturier. Oui, il est Marc Couturier. Mais c'est bien parce que on n'a jamais su où il était. Mais il dessine, il laisse une trace. C'est comme le grand gibier. On suit oui, on suit Couturier à ses dessins. Mais pour savoir où il est, c'est compliqué. Voilà à peu près J'ai oublié personne, j'espère. Hein. Mais non, mais ça, c'est autre chose. Elle n'est pas Socrate. Elle est venue, elle est témoin, et j'allais en parler justement, elle est témoin, elle est venue nous dire comment, vu d'Amérique, on conçoit cette espèce de réunion dans un pays connu pour le foie gras, la corrida, la chasse, le gavage, comment on peut réussir à attirer des esprits extraordinaires. D'ailleurs, j'ai un compliment à leur faire de sa part. Dans la boîte crânienne de ces savants, et réfléchissez bien parce que le compliment est gigantesque. Il y a plus de matière grise qu'une oie ne peut mettre de gras dans son foie. Ils dépassent tous le kilo. C'est des culturistes du cerveau. Voilà ce qu'Ariane elle va pas nous dire ça, non, mais elle va nous dire à quoi on ressemble vu de loin. Alors voilà, on peut dire qu'on a ici les beaux esprits au pays des bons produits, attirés sans doute par des paysages où la main de l'homme a eu une action pas trop nuisible, et même quelquefois utile. C'est un afflux de savants, des comètes d'astrophysiciens, des cortèges de religieux, un raz-de-marée de matière grise, je vous le disais. Et alors tous ces gens réfléchissent. C'est pour ça qu'ils sont si brillants. Et alors, avec eux, on a décidé de fonder une nouvelle science, la gascognomie. La gascognomie qui consiste à se réunir en Gascogne avec de beaux esprits, mais à table. Platon avait commencé. À table pour discuter de sujets sérieux, avec des gens de qualité,
des mets et des vins de qualité. Voilà ce qu'est la gastronomie. Vous êtes les fondateurs aujourd'hui de la gastronomie dans le Gers, bien entendu. Voilà. Voilà à peu près tout ce que je voulais vous dire. La bonne chair attire les savants, à moins que ce soit l'inverse. Mais enfin, ils sont là et ils sont là. Je voudrais les remercier tous parce que ce sont des gens d'un commerce agréable. D'ailleurs, dans la chambre de commerce, c'est la moindre des choses que vous ayez un commerce agréable. Mais plus ils sont savants, plus on a l'impression d'être intelligent quand on leur parle. Autrement dit, il faut surtout pas parler aux cons. C'est nuisible. Hein. Et quelquefois, ça les détruit. Voilà, bon, j'en ai assez dit. Alors, tout à l'heure, vous allez voir le défilé qui sera orchestré par le chef d'orchestre Jean Audouze, qui a une démarche d'Isard, c'est ainsi, vous allez voir quand il va monter sur l'estrade, ça va être extraordinaire. Et c'est lui qui va prendre la tête du cortège et qui va donner la parole à qui il faut, quand il faut. Merci de votre attention. Quand mon père m'a demandé de venir prendre l'avion depuis New York, il m'a expliqué qu'il fallait que je vienne aux Semailles Occitanes et pour des rencontres philosophiques. Alors, c'était un peu loin de mes préoccupations quotidiennes entre les turpitudes de Trump du moment et les dérégulations au niveau agroalimentaire aux États-Unis et la mise en place des tarifs douaniers prohibitifs. Mais bon, il m'a dit aussi qu'il allait avoir un banquet, que ce serait un banquet de Platon, qu'il y aurait du foie gras et du saumon, et donc j'ai dit oui tout de suite. Donc je me suis retrouvé hier à la table géopolitique, puisque ces rencontres étant complètement phagocytées par les Daguins, mon frère avait pris la table alimentaire, et on a décidé à la table géopolitique de faire la paix dans le monde, tout simplement, à partir d'ici, du Gers, et que donc on n'allait pas quitter la table avant qu'il y ait la paix dans le monde. Voilà. Bon, alors, c'est devenu très clair très vite que peut-être on n'allait pas y arriver tout de suite, mais on a bien réfléchi au sujet. Et c'est vraiment rien de plus normal que de réfléchir ici dans ces terres de tradition de Gascogne qui sont à la fois qui gardent les traditions et la culture que je chéris et dont je parle tous les jours aux États-Unis, mais qui en même temps se met à la pointe du progrès avec en démarrant ces réflexions qui sont sur les problèmes vraiment aigus du jour et en espérant de trouver vraiment des débuts de solutions, pourquoi pas. Et s'il y a un endroit où on peut faire ça, ben c'est ici, dans le Gers. Le Gers, une fois de plus, montre l'exemple. Et comme D'Artagnan et comme tous les autres illustres qui sont dans la salle des illustres de la mairie, les autres, pas D'Artagnan, il n'y est pas lui. Écoutez, voilà, c'est ce qu'on a fait et c'est comme eux et comme ils l'avaient fait auparavant. Merci. En fait, hier, mon père m'a montré cet individu en me disant « c'est ton esclave ». J'étais ravi. J'en ai pas abusé, mais quand même. Voilà. Alors, il est en général, il est secrétaire général. Et là, il était secrétaire tout court. Ça l'a changé un peu. On a parlé à cette table, évidemment, des sujets qui nous étaient donnés, mais j'ai essayé de m'inspirer de ce que j'avais entendu de la part de M. Wiesmann la veille, sur Socrate notamment. Et il nous a fait remarquer que le boulot de Socrate, c'était ce qu'on appelle la maïotique, c'est-à-dire, en fait, c'était de faire accoucher les autres. Et j'ai trouvé ça, effectivement, tout à fait sensé, puisque c'est ce que j'ai essayé
d'induire là, sur cette table, donc cette réflexion un peu collective ne pouvait se faire que sur la base de questions simples. Et comme vous le savez, les questions simples, souvent, c'est les plus dangereuses parce que c'est celles auxquelles on n'arrive jamais à répondre vraiment. Et donc, j'ai posé comme démarrage de réflexion une question très simple. Quelle est notre place, à nous, Homo sapiens sapiens, dans le vivant ? Ça calme, hein. C'est vrai que si on vous demande est-ce que vous êtes végétarien ou est-ce que vous êtes carnivore, c'est relativement simple à expliquer et à étayer même. Mais quand on vous dit quelle est votre place dans le vivant, tout d'un coup, il y a un abîme qui s'ouvre. On se dit, mais c'est vrai, au fait, depuis que nous existons, depuis que la planète existe, depuis 4 milliards d'années, nous, les humains, qu'est-ce qu'on fout là, quoi ? Comment on est inscrit là-dedans ? Qu'est-ce qu'on mange ? Qu'est-ce qui nous mange ? Puisque c'est comme ça que ça se passe dans le vivant. Hein. Le vivant, il se mange tout le temps. Et c'est comme ça qu'on est arrivé au sol et à l'alimentaire. Parce qu'en fait, quand on dit quelle est notre place dans le vivant, ben, ça veut dire, en gros, qu'est-ce qu'on mange et par qui on est mangé. C'est un peu ça. Et là, on est tout de suite arrivé sur des conclusions, ou en tout cas sur des pistes, que vous allez nous livrer, mon cher, et qui, vous allez le voir, concerne absolument le quotidien de chacun d'entre nous, et surtout le futur de ceux qui suivent. À vous, mon cher. Merci Arnaud. Alors, je vais essayer de synthétiser effectivement cette discussion qui était particulièrement riche et animée. Alors, une thématique, question, voilà, simple, difficile d'y répondre avec des réponses toutes faites. Donc, autre façon de poser la question, on s'est dit, voilà, comment, pour être plus concret et pragmatique, comment produire bon, propre et juste, en fait, hein, pour essayer de réfléchir à des axes de solutions et tourner autour de cette question sur plusieurs dimensions, la dimension environnementale, la dimension santé et nutrition, et la dimension sociale et économique, bien sûr. Donc, sujet, effectivement, 3 thèmes d'actualité, s'il en est, on le sent bien. Donc, ce qui ressort, et ce qui est positif, c'est une vraie prise de conscience, un éveil qui permet d'appréhender objectivement l'existant et essayer de faire ressortir les valeurs, surtout, de ce que nous produisons. Revenir sur ces valeurs en permanence, sur chaque produit, quand on mange, voilà, il est important que le consommateur puisse connaître la valeur de ce qui le nourrit, sur l'aspect nutritionnel, sur l'aspect fabrication, c'est-à-dire la façon dont le produit a été fabriqué, par qui, comment, quelle méthode, et aussi les valeurs culturelles, hein, qui sont revenues en permanence dans le débat, et le thème de l'éducation aussi, bien entendu. Alors, autre élément important qui est ressorti de notre débat, dans cette prise de conscience, c'est la notion des acteurs multiples. C'est simple à dire. Ben non, on en prend de plus en plus conscience, mais c'est vrai que quand on consomme quelque chose, bon, on est un peu tout seul, et on le produit, voilà, que ce soit d'ailleurs du vivant, un animal, ou enfin on le considère comme une chose. Mais on n'est pas tout seul. Il y a bien sûr aussi au moins un binôme, c'est celui qui l'a fabriqué, encore une fois, et bien sûr en termes d'agriculture, l'agriculteur, voilà, qui est un petit peu à la genèse de beaucoup de produits de ce que nous consommons. Et l'idée, c'était de faire prendre conscience, voilà, que quel que soit le produit, finalement, il y a une chaîne d'acteurs qu'il est important de considérer et que le consommateur aussi doit considérer, encore une fois, pour essayer de, à chaque fois, dans son acte, de dégager les valeurs, ou au moins de les connaître et de les appréhender. Voilà. Donc ce constat de dégradation du vivant était unanime, hein, on le voit aujourd'hui, notamment par rapport à la dégradation de ce qu'on fait de notre terre. Et on remarque, bien sûr, ça aussi c'est un constat qui est assez simple à faire, mais l'idée c'est vraiment la prise de conscience entre le décalage entre nos capacités de production ou de surproduction, parce qu'on est bien là, sur beaucoup de choses et beaucoup de produits dans la surproduction, hein. C'était des modèles qui avaient été mis en place depuis des décennies, et la demande aujourd'hui sociétale, notamment dans la recherche de qualité, mais aussi, encore une fois, on en revient aux valeurs, et notamment à l'aspect culturel et l'aspect qualitatif. Voilà. Donc, il y a une inertie, et il faut essayer, pour trouver des solutions, essayer de rééquilibrer les choses et de faire que
nos capacités de production, nos méthodes de production se réadaptent, soient plus adaptatives, plus réactives, plus agiles par rapport justement à la demande aujourd'hui de la société. De manière récurrente, donc on voit qu'une solution, enfin de manière centrale, c'est une partie de la solution, pas que, mais encore une fois, l'acte de former, d'éduquer, de faire rentrer les produits dans une culture est apparu essentiel et à considérer par tous les acteurs et notamment par le consommateur. Notamment aussi pour éviter les fantasmes et surtout les peurs qui peuvent exister entre chaque acteur, on le voit bien, ou les clichés, qui bloquent souvent les initiatives. Après, c'est vrai qu'on a dit ça, on a bien conscience qu'il est illusoire de prétendre que tout le monde soit conscient de tout. C'est beaucoup d'informations, sans faire de jeu de mots, à digérer. Mais si on veut tout savoir, voilà, puis quand on mange quelque chose, on n'a pas forcément envie à chaque fois de se poser des questions métaphysiques. Et on en revient donc, bien sûr, à ce qui est aussi d'actualité, la responsabilité sociétale des entreprises, dans toutes leurs composantes. Puisque une entreprise qui produit, voilà, elle a bien sûr besoin de vivre avec une économie, mais pas que. Voilà, il faut aussi qu'elle donne du sens à ce qu'elle produit et ce qu'elle met sur le marché, dans un marché d'offres, où le consommateur puisse avoir, donc encore une fois, développer une confiance en fait. C'est revenu assez fréquemment dans le débat. Alors pour trouver les bonnes solutions de rééquilibrage entre production et attente, donc produire sans détruire. Aussi, voilà, ce qui est ressorti, c'est qu'il est vain d'essayer de calquer des solutions qui sont issues du passé, même si ce passé est bien sûr, comme dans beaucoup de choses, très important à considérer et à prendre en compte. Mais tant le monde a évolué et changé, il faut, dans l'innovation, dans l'initiative, encore une fois, trouver des autres façons de faire et de fonctionner. Et il y a beaucoup de solutions, il y a beaucoup d'exemples. Arnaud en a cité énormément, comme il est quand même un acteur important de progrès pour essayer de trouver des solutions dans ce domaine-là. Des tas de solutions qui mixent et qui n'excluent pas. Ça aussi c'est important, qui n'excluent pas forcément entre le biologique et le chimique, à partir du moment où on se focalise quand même sur des résultats, notamment sur les valeurs. Donc voilà. Donc pour être optimiste et conclure, pour ne pas être trop long, désolé, on s'est tous dit, il y a un optimisme qui se dégage en disant que finalement, il faut avoir confiance en l'homme, et être positif, qui va trouver des solutions, qui sait s'adapter, qui va en trouver. Après, une petite note d'humour, mais on n'en est pas là. Je ne sais pas qui a cité là, en introduction, à moins que la question environnementale ne soit finalement résolue avec la disparition de l'homme. Donc, mais on n'en est pas là. Voilà, merci. Merci beaucoup. Alors, maintenant, nous allons demander à Monseigneur Maurice de venir parler de... Oui. Donc, nous étions dans une table où il y avait religion et courant spirituel. Je dirais en résumé que le fil conducteur était vraiment un plaidoyer pour l'éradication de l'intolérance et pour soutenir et encourager tout ce qui est intelligence et connaissance humaine. Ça a été le fil conducteur. Ensuite, on s'est retrouvé, bien sûr, comment procéder pour lutter contre l'intolérance, la nécessité de davantage se connaître et de lutter contre l'ignorance. Souvent, les conflits viennent de l'ignorance de l'autre, la nécessité de se rencontrer et de se connaître dans notre culture et dans notre histoire. Deuxième point qui a été développé, les religions naissent d'une spiritualité qui serait comme un tronc commun à l'ensemble de l'humanité. Spiritualité et religion ne peuvent pas exister s'il n'y a pas à la source cette réalité fondamentale de toute anthropologie humaine. Troisième chose, le rapport avec la science a permis de purifier un certain nombre de langages dans l'expression de la foi et dans les propositions faites par les différentes religions. Et ensuite, on s'est interrogé sur le rapport qu'il y avait, croyant à un Dieu créateur, le rapport de l'homme au monde et le maintien de la qualité relationnelle dans notre maison commune, comme dit le pape François, dans son encyclique Laudato Si.
Pour la suite, je passe la parole à mon ami Jean-Pierre Leclerc. Merci Maurice. Oui, rappelez simplement qu'à cette table, il y avait quand même plusieurs sensibilités, plusieurs confessions et plusieurs religions. Il y avait donc bien sûr les chrétiens, il y avait les juifs qui étaient représentés, il y avait les musulmans qui étaient représentés. Et je veux dire, on s'est retrouvés, mais c'était pas un événement pour nous, parce que ça fait 30 ans qu'on se retrouve pour de l'interreligieux dans le Gers, ici, à Auch. Ça veut dire qu'on a une histoire dans ces rencontres. Alors, ça avance bien. Et du coup, c'est vrai qu'on arrive très vite à être sur des longueurs d'onde qui arrivent à se comprendre. Alors, tu as tout dit par rapport à la tolérance. C'est acquis aujourd'hui. Plus personne imagine détenir une vérité absolue, définitive. Et c'est là quand même qu'on peut commencer à se parler, c'est-à-dire qu'on est quand même à égalité. On n'est pas du tout dans une supériorité, dans quelque chose de hiérarchique par rapport à une religion, quelle qu'elle soit. Et c'est une base sur laquelle on peut après avancer et s'enrichir de cette différence. Et c'est ce qui s'est passé donc hier à cette table. Je voudrais simplement rajouter dans ton dernier propos ce rapport à la création. On a terminé effectivement notre propos autour de cette notion de création parce qu'elle parle de notre place. Ouais, elle parle de notre place dans le vivant, justement. Elle y parle d'une certaine manière. Je ferai référence, vous savez, au philosophe François Cheng. Il dit que l'homme, c'est la conscience et le cœur battant de la création. C'est pas n'importe quelle place. Et cette création arrive, l'homme arrive en dernier comme un couronnement de cette création. Donc il n'est pas n'importe qui dans cette création. Et ce n'importe qui, il culmine dans la responsabilité qu'il va prendre par rapport à cette création. C'est-à-dire que cette création, elle n'est pas devant lui pour qu'il en fasse n'importe quoi. Elle est quelque chose avec laquelle il a affaire pour s'accomplir comme être humain. Voilà. Je conclus. Je conclus sur la responsabilité. Merci Maurice. Merci beaucoup, messieurs. Et maintenant, si Heinz Wiedmann veut bien venir. Voilà, venez me soutenir. Bonjour, messieurs, dames. Donc, j'ai eu l'honneur d'être le rapporteur de la table de messieurs Franck Montaugé et Heinz Wiedmann. Heinz Wiedmann est philosophe. C'est un spécialiste des langues étrangères, de la langue et du langage et de l'herméneutique, c'est-à-dire l'étude des textes. Sa problématique hier était de distinguer le discours de la science du discours sur la science. Alors que l'un se déploie, écrit-il, au sein de différents champs de recherche et vise à garantir la cohérence interne des énoncés qu'il élabore, l'autre s'inscrit dans l'horizon englobant d'une interrogation sur la nature même de la connaissance. Or, quand une science particulière prétend fournir des réponses valant pour l'ensemble des problématiques scientifiques, elle verse dans le scientisme. Et quand l'épistémologie générale ignore la diversité des recherches en cours, elle se transforme en idéologie. Pour éviter ce double écueil, la philosophie, qui aspirait jadis à totaliser le savoir, renoue désormais avec la perplexité socratique, soucieuse de comprendre ce que parler veut dire. Voilà le texte que M. Wiedmann a écrit hier en préambule à la réflexion de notre table. Et il a ajouté que l'une des solutions pour rendre la perplexité socratique consiste à prendre soin de la traduction. Il faut respecter les différences des langues, mais s'attacher à les rendre compatibles dans la traduction. C'est ce qu'il appelle l'enrichissement culturel. C'est cela, l'enrichissement culturel, dit-il.
La traduction est un tissage, et l'image du tissage pour la culture, c'est Platon. Merci. Je ne veux pas m'imposer, mais je ne résiste pas à l'occasion de vous dire quelques mots, et sans être trop long. Thomas Mann, le grand écrivain allemand, disait avec un petit peu d'orgueil, mais pouvait se le permettre, il avait été prix Nobel de littérature, « Là où je suis, la culture allemande se trouve, est. » Moi j'ai envie de dire, après avoir eu l'honneur et le plaisir, avec quelques autres à cette table, de faire la connaissance et d'échanger avec M. Wiesmann, que M. Wiesmann pourrait dire, mais il ne le fera pas, là où je suis est la culture humaniste, avec un grand H, la grande culture humaniste dont le monde d'aujourd'hui n'a jamais eu autant besoin. Et je terminerai en vous invitant à prendre connaissance de l'œuvre, des écrits, des interviews qu'a pu rédiger et donner M. Wiesmann. Sa pensée est extrêmement féconde et elle répond à des enjeux tout à fait d'actualité, et je vais en citer deux. Celui, et ça concerne tout particulièrement les citoyens et donc le politique, d'arriver à faire coexister, cohabiter, s'entendre, se reconnaître dans la tolérance des gens exilés, immigrés, qui viennent à un endroit donné. On en a à Auch, on en a dans le Gers. Voilà, faciliter par le biais culturel, bien entendu, par le moyen de la culture, leur enracinement, tout en préservant leur singularité, leurs individualités et ce qu'ils sont, par rapport notamment aux endroits d'où ils viennent. Et le deuxième sujet dont les travaux de M. Wiesmann, auxquels les travaux de M. Wiesmann font écho, celui d'un sujet qui est d'actualité permanente, mais qui va le devenir plus encore dans quelques mois, dans les mois qui arrivent, celui de la construction européenne, qui est, on le sait, en panne d'une certaine manière, dont le cours, à certains égards, est préoccupant. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais je pense qu'on se comprendra par rapport à la montée des extrémismes, scrutin après scrutin, dans beaucoup de pays européens. M. Wiesmann a travaillé la question des cultures, et très modestement, mais comme lui, je pense que le présupposé de toute politique doit être culturel, et que la culture, la réflexion culturelle, doit être un préalable à toute élaboration politique. Et je pense que l'Europe est particulièrement concernée par cette question-là aujourd'hui, et que la question de l'émergence, de la construction d'une culture européenne, riche de la diversité des cultures des États-nations, dans un monde certainement post-État-nation, justement, est une question éminemment d'actualité. Et donc je vous invite à lire certains textes de M. Wiesmann qui font directement écho à cette chose-là et qui nous, en tant que citoyens, qui nous aident, je pense, à nous positionner, à comprendre les choses et à prendre une part active dans la construction d'un monde de paix et de tolérance et de culture. Merci. Alors, je suis artiste visuel et je suis aussi, depuis quelques années, un élève de Hans Wiesmann. Donc, puisqu'on l'évoque, je voudrais le remercier ici. Et donc, j'interviens pour ce qui est de la table des artistes, à propos de notre réflexion sur le monde et le monde des artistes. On a essayé de répondre à la question, je vais m'attacher à un petit texte pour éviter les digressions. On a essayé de répondre à la question, au fond, les artistes,
Comme les scientifiques, les philosophes peuvent-ils être des visionnaires et des vigies? Alors, tout de suite, on a voulu préciser que les artistes, évidemment, créent un monde à eux, à partir d'un sentiment fort du monde extérieur, de la nature de l'univers, à partir d'un sentiment métaphysique éventuellement, et évidemment à partir de ce qu'ils ressentent du monde social. Ils créent donc à partir de leurs désirs et de leur liberté. C'est avant tout un acte de liberté qu'ils posent dans le monde en créant. Le monde, évidemment, qui les affecte. Il est intéressant de noter que leur vision du monde évolue dans l'histoire bien souvent en parallèle avec celui des connaissances scientifiques. On donne simplement pour exemple la perspective et l'espace euclidien, le cubisme, la relativité générale, par exemple. Donc on sent bien, non pas une influence, mais en tout cas une évolution d'un même mouvement entre l'art et la science. On retrouve ce genre de parallèle. Mais la grande différence, c'est que les artistes n'expliquent pas le monde. Ils cherchent à lui donner un sens en créant des objets, des signes, qui d'ailleurs initialement avaient pour but d'apprivoiser le monde extérieur, de marquer leur présence au monde. C'est pourquoi ils ont longtemps eu partie liée avec la magie, avec le sacré, avec la religion. Et puis ils s'en sont affranchis, évidemment. Par la suite, leur art a surtout consisté à nous faire voir le monde sous un angle inédit, à créer des œuvres polysémiques, riches, qui permettent la discussion, non pas le débat entre concepts, mais la discussion à partir de ce que l'on peut chacun ressentir de l'œuvre. En objectivisant leur liberté de création dans la matière, que ce soit la pierre, que ce soit des pixels aujourd'hui, les artistes créent à partir de leur singularité un langage potentiellement universel. Et ça, c'est très intéressant. Moi, j'ai animé une galerie d'art pendant une dizaine d'années. On a montré des artistes qui venaient de Corée, qui venaient des États-Unis, de Russie, etc. Alors on se demandait toujours quelle était la part dans leur œuvre de leur culture d'origine, mais aussi, finalement, ils étaient tous partie prenante de l'art contemporain. Et donc, à ce titre, ils avaient tous un langage universel. Alors la question, évidemment, qui se pose plus concrètement, c'est, au fond, est-ce qu'on peut attendre des artistes qu'ils anticipent sur l'avenir du monde au sens le plus global ? Nous pensons qu'ils ont une certaine capacité d'anticipation parce qu'ils ont une sensibilité exacerbée qui leur permet de capter des signaux faibles et qu'à partir de ces signaux faibles, évidemment, ils ont autant d'indices pour ressentir ce que le monde est en train de devenir, ce qu'il pourrait devenir. Mais à la différence de l'intuition artistique, l'intuition artistique, elle est plutôt le fait d'établir des relations parfois inédites, souvent inconscientes, entre des éléments de connaissance. Pour les artistes, donc, il s'agit surtout de cette sensibilité aux signaux faibles. Et je terminerai en disant que de nombreux artistes ont pu effectivement pressentir des changements, anticiper des découvertes, comme d'ailleurs certains philosophes. On peut dire finalement, pour conclure vraiment, qu'à leur façon, ils peuvent être des lanceurs d'alerte. Alors, l'un des pères de cette réunion, M. Michel Cassé. Bien, donc, je dois préciser que ces assises, ce symposium, pourrait être donné en hommage à Stephen Hawking, un visionnaire de l'infini qui vient de mourir. Ensuite, nous avons eu l'honneur d'être célébrés à la cathédrale. Avec la complicité de Monseigneur. Oui. C'était un jeudi de Pâques et nous sommes montés en chair et en os. Alors je dirais, pour remercier
Monseigneur Maurice Gardès, que lui-même, ainsi que Jean XII et l'astrophysique en général, avons choisi ciel, parce que ciel, c'est la parole qui convoque les mentalités qui cheminent et les technologies qui galopent. Merci beaucoup. Alors, nous étions à la table donc astrophysique. En fait, on reconnaît là la grande malice d'André Daguin, que je remercie pour cette superbe initiative des Semailles Occitanes. Sa malice parce qu'il y avait un astrophysicien et 5 ou 6 candides. Il y avait en quelque sorte un joueur du top 14 et 5 ou 6 joueurs qui jouent en honneur, sans faire offense à nos amis du RCA. Alors c'est avec beaucoup plaisir que j'ai modestement prêté mon temps à cet exercice. J'ai eu le grand privilège donc d'être avec Michel Cassé, qui m'a appris beaucoup de choses pendant ce banquet, en particulier qu'il y avait dans les nuages plus d'alcool que dans l'ensemble de nos chais d'Armagnac, ce qui m'a rendu, Monseigneur, vous me permettrez peut-être ce blasphème, moins désagréable l'idée d'un jour de monter au ciel, si c'est possible. Alors nous nous sommes posé 2 questions. La première, c'est l'astrophysique situe l'homme dans l'espace et dans le temps. Où en sommes-nous aujourd'hui? Qu'est-ce que l'astrophysique nous dit au monde? Et puis une deuxième question sur laquelle je reviendrai plus tard. Le cosmos donc date d'il y a 13,8 milliards d'années. L'astrophysique permet de définir l'âge, la composition, l'évolution du monde et de montrer le mode de passage des molécules de l'espace à la vie. En la croisant avec la philosophie, comme on a essayé de faire, les autres sciences, la théologie, le vivant, elle nous incite à réfléchir à une vision du monde. Elle nous dit que l'univers a une histoire, que le monde a une histoire vivante, une histoire que les intégrismes voudraient figer. Mais y a-t-il un univers ou plusieurs? Y a-t-il une galaxie ou plusieurs? Une forme de vie ou plusieurs? La science et l'astrophysique rendent lucide, honnête, modeste. C'est un mode d'existence qui n'édicte rien à quiconque, non. La connaissance de la pluralité du cosmos et des galaxies, en sortant des connotations purement religieuses, devrait nous inspirer plus d'harmonie et de pacifisme. Elle nous enseigne surtout que la science n'a pas de certitude. Et en citant Socrate, beaucoup ont fait référence aujourd'hui, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Le monde entier cherche des vérités. Or, il n'y a pas de vérité, il n'y a que des doutes. Par exemple, est-ce que le Saint-Mont est un alcool comme les autres? Non, en tous les cas, le doute existe. Est-ce que le confit est gras? Non, là aussi, le doute subsiste. La science est donc acquittée dans tous ses excès au bénéfice du doute. La deuxième question, et la dernière, comment l'astrophysique s'inscrit-elle dans la politique aujourd'hui? Comment influence-t-elle la politique et inversement? Alors, dans le passé, pas si lointain, on a espéré que la science pourrait répondre à tout. Hein. Les sciences ont été considérées comme une nouvelle religion, une mythologie, mais la science n'apporte plus ses repères que les Français attendent. L'astrophysique restitue l'histoire du cosmos et permet de toucher à des questions fondamentales qui concernent l'ensemble de la société. Ce sont les questions métaphysiques, culturelles, religieuses, philosophiques qui permettent d'imaginer notre avenir. La démocratie doit donc se nourrir des sciences pour prendre des décisions sans pour autant laisser place à un gouvernement de scientifiques. Mais s'il y a un hiatus insurmontable entre sciences fondamentales et politique, la science se doit de frayer, le mot peut-être un peu excessif, avec la politique en matière d'industrie, de spatial, de nucléaire, d'armement. Un des enseignements les plus importants reste que la science peut aider à libérer les esprits, car elle induit la tolérance. Et nous avons beaucoup parlé de tolérance à cette table. Diversité et pluralité des mondes, absence de réalité absolue, omniprésence du doute, même codifié, elle permet de lutter contre l'intégrisme, car elle est subtile. En guise de proposition et de conclusion, il faut renforcer l'éducation des sciences et lutter contre l'incompréhension qui subsiste dans un pays, somme toute, assez peu scientifique, pour permettre à la science de nourrir notre réflexion sur les crises du monde, écologique notamment, et de renverser le regard et la vision que l'on pose sur lui.
Il faut multiplier les conseils scientifiques, pourquoi pas au niveau du département, pourquoi pas dans certains lycées. Il faut éduquer les hommes politiques aux sciences pour qu'ils les contrôlent et s'en inspirent. Et le dernier mot sera à Auguste Comte, savoir pour prévoir afin de pouvoir. Merci. Alors, il se trouve que M. Gémen a dû partir prématurément, que le rapporteur n'est pas davantage parmi nous. Est-ce qu'il y a quelqu'un de la table de François Gémen qui pourrait dire quelques mots sur ce qui s'est passé à cette table? Jean-Michel Tiefenbach, dont ça fonctionne. Hein. Oui, à cette table, on est parti sur une question développement durable. En fait, l'état de la planète. On s'est dit bon ben la planète va très bien, va mieux. Pourquoi elle va mieux? Parce que elle a la fièvre. Elle a une fièvre qui monte, et elle est en train de se débarrasser de son mal, c'est-à-dire de l'homme. Mais on a vite, après, on s'est dit, non, on ne peut pas partir comme ça, c'est trop démotivant. Donc on s'est dit, quels sont les moyens pour que ça ne se passe pas, hein, pour qu'on continue, non seulement nous d'exister, mais nos enfants, nos petits-enfants, et nos pensées, quelque chose qui nous dépasse. Donc on s'est dit, réfléchissons ensemble. Et on a trouvé un fil commun, c'est-à-dire que pour que ça aille mieux, il faut agir. Mais pour agir, il faut agir ensemble. Et pour agir ensemble, il faut laisser libre cours à toutes les innovations, dépenser moins d'énergie fossile, dépenser moins, s'isoler plus, en fait. Et tout ça, c'est à travers des échanges. C'est-à-dire, ce n'est pas des personnes seules dans leur coin, mais il faut que ce potentiel de possibilités soit maximum, c'est vers les échanges. Et il y a des possibilités, par exemple, on pensait, moi personnellement je suis un peu apte, c'est le commerce. Le commerce est un facteur de paix. Hein. Fermer les routes commerciales est un facteur de repli sur soi-même qui diminue nos potentiels. Donc favoriser le commerce est aussi favoriser les échanges, favoriser se connaître, se tolérer et aller mieux. Et ça, là-dedans, on peut aussi, donc, dans ce problème de géopolitique, ça nous permet en fait de lutter contre quelque chose qu'on ne veut pas inévitable, qu'on veut inévitable, c'est-à-dire la fin de l'homme. Voilà. Bien. André Daguin souhaite dire quelques mots. Quelques mots vite fait pour compléter ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est ce petit troupeau de savants pour lesquels j'avais la crainte d'avoir besoin de tout cadre, vous savez, pour arriver à les grouper. Eh bien, ils sont disciplinés et ils sont arrivés à l'heure à la salle des illustres. Ils ont écouté avec attention le camarade Sourbader qui leur a tout raconté en détail. Et après, on est allé voir le petit théâtre. Et on a été reçus très agréablement par le maire. C'est plutôt à le maire, hein, maintenant. Il n'a pas été battu, il a cédé sa place. Christian Laprévande, qui nous a d'autant mieux reçus que c'est lui qui nous a tous reçus à dîner à l'Hôtel de France, tout à côté. Et je crois qu'on peut le remercier aussi, il fait partie des partenaires. Et si on parle de partenaires, il y a aussi le lycée de Pardaillan, la section hôtelière du lycée de Pardaillan, qui hier nous a servi intelligemment un repas bien conçu. Alors évidemment, on les a applaudis, mais moi après je suis allé les voir, je les ai engueulés parce que il faut les tenir engueulés les élèves, comme on dit chez nous, parce que si on fait que des compliments, ça marche pas. Il faut être aussi généreux en compliments qu'en engueulade.
il n'y a pas pire que l'indifférence. Quelqu'un qui se fait engueuler, ben, il préfère ça à se faire ignorer. Alors je leur ai dit, la prochaine fois vous penserez à enlever les crotons de pain avant de débarrasser le café, et vous mettrez le sucre avant le café, pas après l'armagnac. Voilà. Ils étaient contents de l'apprendre. Et ensuite, tout à l'heure, on va goûter des vins. On n'est pas chauvin, oui. Ici, il y a tout plein de vins de Saint-Mond, mais tout à l'heure, on va goûter des vins de Loire. C'est François Moss qui arrive avec ça. Ici, il ne voyage jamais sans ses bagages. Il a toujours 40 bouteilles de vin dans sa voiture. Et je crois que c'est exactement ce qu'on va lui boire. Ce sont des vins de franc de pied, c'est-à-dire d'avant le phylloxéra. Voilà. Merci de votre attention. Et maintenant, revenons aux choses sérieuses. Il me revient la tâche de conclure cette réunion avant le beau discours des deux Gersois qui vont nous projeter dans le macrocosme et le microcosme. Mais alors donc je ne vais pas... de fait, ce que je vais vous dire, vous l'avez plus ou moins entendu dans les remarquables interventions qui précèdent la mienne. Bon, je dirais d'abord que le titre est parfaitement bien choisi, Semaille Occitane. Pourquoi ? Parce que je crois que cette réunion, ça a été l'occasion de planter des petites graines dans un sol qui, j'espère, va respirer, va être vivant, hein, le sol du Gers. Alors mon épouse et moi, nous venons d'une autre région, nous venons de la Guyenne. Mais la Guyenne et la Gascogne, je crois, font bon ménage, puisque... Alors, avec mon épouse, nous animons une petite association qui s'appelle Terre de Montaigne. Et je crois que Terre de Montaigne est vraiment heureux de dialoguer avec Terre du Gers et Terre de Daguin. Alors, oui, là, des Daguins, hein, pas d'un Daguin, des Daguins. Donc, la première chose, c'est que moi, j'ai été très admiratif du fait que pas seulement des scientifiques, mais des hommes politiques, des intellectuels, des artistes, des théologiens, vous tous, qu'on a été capables, pendant une journée et demie, de dialoguer et de réfléchir, d'essayer de réfléchir, parce qu'il est vraiment important aujourd'hui de réfléchir. Vous voyez bien que le monde est très bouleversé. Le monde est, par exemple... Aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle, on parle de carbonisation extrême du climat, etc. Et je crois qu'il est urgent, si effectivement on ne veut pas totalement disparaître, il est urgent qu'on essaye de réfléchir ensemble à trouver des solutions pour effectivement que la vie des générations qui nous succèdent eh bien, soit si possible aussi bonne et peut-être meilleure que la nôtre. Alors, un mot qui est revenu également extrêmement souvent, c'est le mot de tolérance, d'éradication de l'ignorance, etc. Donc, je pense que pour cela, ce qui est important, c'est, je vais parler un peu en scientifique, je pense que la science, comme on l'a dit juste avant mon intervention, la science, elle n'a pas de certitude, elle a le doute, mais elle a une vertu, je pense, c'est sa méthode de travail, c'est-à-dire d'essayer d'avoir un discours objectif, c'est-à-dire aussi dépassionné que possible sur les choses, d'accepter de se tromper, d'oser inventer, de ne pas de spéculer, de ne pas se contenter des apparences, mais d'essayer de comprendre pourquoi un phénomène se produit et d'essayer d'apporter des solutions qui peuvent, comme on l'a dit, être simplement transitoires. Mais je crois que la méthode scientifique, eh bien, d'autres disciplines, les arts, la littérature, la politique, pourraient utilement s'en inspirer. Pas des résultats, mais de la méthode que nous empruntons. La seconde, ce que je voulais dire, donc, vous avez bien compris que
on a un certain nombre d'outils. En particulier, il y en a un qui a fait l'objet d'une présentation tout à fait intéressante par Heinz Wiesmann et par sa table, à savoir le langage. C'est-à-dire que l'importance des mots, l'importance de la communication, de comprendre, parce que si on ne se comprend pas, ben on ne peut pas travailler ensemble. Et donc je crois que ça, c'est excessivement important. L'importance aussi des rites. En ce moment, on fait une sorte de cérémonie, comme hier à la cathédrale. Donc, les rites sont importants pour justement favoriser le travail commun entre les gens. Et je vais terminer sur un point que je considère comme essentiel pour éradiquer l'ignorance, pour faire progresser la tolérance, pour qu'on arrive effectivement à dialoguer et à travailler ensemble. L'éducation est, selon moi, la priorité essentielle. Alors avec Michel Cassé et quelques autres, nous avons créé une association qui s'appelle Prévenance. Et puis ceux que ça peut intéresser, je serais ravi de vous donner les documents relatifs à cette association. Ce que l'on essaye de faire, c'est d'introduire la culture de la paix dans le système éducatif français, puisque c'est celui. Et on le fait comment? Par une... On le fait très simplement comme on le fait ici, c'est-à-dire de rassembler des gens de culture, d'approches très différentes, en gros pour ne pas laisser aux seuls éducateurs, aux seuls enseignants, le privilège d'éduquer. Je crois que l'éducation a besoin de toutes les énergies pour que dans les classes, eh bien, les jeunes ne considèrent que d'apprendre c'est important, comme l'a rappelé tout à l'heure André Daguin, effectivement, le détail est très important, que le sucre doit arriver au bon moment et pas avant, pas après. Et donc, voilà, je voulais vous terminer là-dessus, sur le fait que ce Mail Occitane, ça a été un moment pour nous de nous éduquer ensemble. Et je remercie énormément André Daguin, tous les organisateurs de ce colloque, et évidemment mon ami Michel Cassé, avec qui je travaille depuis plus de 50 ans, de nous avoir reçus et de nous avoir permis de travailler ensemble. Merci beaucoup. Eh bien, cet exposé a deux volets, le cosmos et les particules, ou inversement. Pardon. Est-ce que vous m'entendez jusqu'au fond? Ah non, ça va pas ça. Non, j'ai une voix un peu cassée. Est-ce que vous m'entendez? Oui, non? Plus près de toi, mon Dieu? Plus près. Est-ce que vous m'entendez? Non. Est-ce que je m'entends? Non plus. Bien, donc j'ai l'honneur, disons, de dérouler devant vous le tapis étoilé de la cosmologie. Donc il s'agit d'une histoire qui, au bas mot, dure 13,8 milliards d'années. Je me donne 13,8 minutes pour la dérouler. Je serai bref. Donc, nous allons développer deux volets s'agissant donc du microcosme et du macrocosme, en commençant par le plus grand. Mais en fait, notre privilège, c'est de considérer que le grand est petit. Nous cherchions notre vertige dans le ciel et nous l'avons trouvé dans l'atome. Tiens, ça n'avance plus. À chaque objet son œil et à chaque œil son objet. La lunette pour la Lune. Quand Galilée a pointé sa lunette vers la Lune, il y a vu des montagnes. Il en a déduit que la Lune est terreuse. J'inverse l'argument, nous inversons l'argument, et disons que la Terre est céleste. Donc si la Terre est céleste, le ciel est compréhensible. Donc la lunette à la Lune, et le fond
cosmologique, donc la première lumière du monde, avant les luminaires, est observée par un satellite qui porte le beau nom de Planck. La première équation de l'astrophysique, elle est posée là. Terre égale ciel. Comment on fait déjà? Donc voilà la première lumière du monde. Il est émouvant de voir se détacher les premières formes sur un substrat indifférencié. Ces petites taches sont des graines de galaxies. Elles vont fleurir pour donner naissance à des galaxies qui sont des républiques de soleils, de milliards de soleils. La prochaine, s'il te plaît. Alors, il existe 1000 manières de regarder le ciel. Notamment, ils ne sont pas aussi fous ceux qui cherchent des étoiles dans les caves. Ici est un détecteur de neutrinos. Les neutrinos sont comme des anges. Ils sont émis par les réactions nucléaires au cœur du Soleil. Et ces neutrinos traversent l'espace. D'abord, ils traversent le grand corps du Soleil sans être déviés. Et 8 minutes et 2 secondes après leur émission, ils traversent chacun d'entre nous à raison de 60 milliards par centimètre carré par seconde. Vous ne sentez rien, eux non plus. La prochaine. Donc, c'était une astronomie underground, si j'ose dire. Les grands détecteurs de neutrinos sont sous la Terre. Parce que les neutrinos sont si délicats que pour les voir apparaître, il faut éliminer le signal de tout le reste. Donc, ils sont sous la Terre. Et donc, il existe aussi une autre manière de voir les choses, si j'ose dire, à travers l'œil de l'esprit, c'est-à-dire un système d'équations. Et toute la physique a été résumée par Bruno en 15 équations. Donc, je n'ai plus rien à dire sur les équations. La prochaine, s'il vous plaît. En voilà une qui rassemble toute la physique du monde. C'est l'équation de Hawking, qui n'est pas dans son livre, qui réconcilie la mécanique quantique, c'est-à-dire la science de l'incertain. Il existe un principe d'incertitude. On peut admirer que l'incertitude soit codifiée, ce qui, en effet, semble paradoxal, mais ce n'est pas le seul paradoxe qui fleurit en physique. Donc cette équation est la première équation de la gravité quantique, donc mariage de la physique quantique, physique de l'incertitude et de la relativité générale, physique pure de la géométrie de l'espace-temps. Donc, c'est l'équation de la matière, espace, temps. Et Hawking, qui vient de mourir, devrait, d'une certaine manière, réapparaître parce qu'il fait valoir dans cette équation que le trou noir rayonne. Le trou noir, qui était l'image de la mort dans le ciel, connaît une résurrection lumineuse, invisible. La prochaine. Bref. Ceci est une relation de correspondance entre la température de l'univers, vue par les électriciens du CERN, dont l'unité est l'électron-volt, et les chauffagistes, genre Jean XII, qui chauffent bien les salles. Donc, correspondance entre l'énergie en électron-volt et la température en degrés absolus. Âgé de 1 seconde, l'univers a 1 MeV, je ne sais pas si c'est indiqué, oui, 1 méga électron-volt, c'est-à-dire 10 milliards de degrés. Et l'univers est un four éteint il y a 13,8 milliards d'années. La prochaine. Donc là, voilà l'histoire. Passons. Non, je plaisante. Au commencement n'est pas la lumière. Dans notre Genèse, la lumière est par rapport au vide ce que la fille est par rapport au père. La première forme s'appelle le vide quantique. Il est plein de toutes les naissances. Il est comme s'il n'était pas. Donc je ne dirai rien de lui, sauf si vous me torturez.
Ensuite intervient une phase extraordinaire d'expansion de l'espace qui s'appelle l'inflation. Oh, ça alors. Ouf. Je crois que c'est un signal. Non, pitié. Non, il s'est produit quelque chose là, qui a dépassé l'entendement. Bref, donc l'inflation, c'est la période où l'espace se donne. Espace donne-toi et l'espace se donne. Cet espace a une énergie et il agit comme une antigravitation, c'est l'écarteur d'espace. Truc curieux. Donc il lance l'expansion de l'univers qui ne va pas cesser. L'énergie de ce champ, enfin de cette chose, je ne sais pas comment la baptiser, on l'appelle énergie noire alors qu'elle est transparente. C'est quelque chose qu'on ne voit pas, mais qui a des vertus répulsives. Donc l'énergie de cette chose-là se transforme en lumière. La lumière donne naissance à la matière et à son double antagoniste et mortel, qui s'appelle l'antimatière. Il y a une guerre dans le ciel. Reste la matière, c'est-à-dire vous, les étoiles et moi. Voilà. Voilà l'histoire. Si bien que la matière qui pense, c'est-à-dire vous et moi, se penche sur son passé de matière inerte, stellaire et nuageuse, et en deçà, sur son passé de lumière et de vide. Donc l'amnésie cosmique, l'homme la rachète par la science. La prochaine. Bref, la prochaine. Bref, la prochaine. Bref. Non, parce que ce que j'ai à dire, tout le monde le sait. Par contre, ce que Bruno a à dire, peu de gens le savent. Donc il existe une chaîne physique de la Genèse. Le vide quantique donne naissance à la lumière, qui donne forme à la matière et à son double antagoniste. La matière disparaît. Mais l'antimatière disparaît. En fait, ce qu'on appelle matière et antimatière est parfaitement conventionnel. On appelle matière ce que nous sommes et antimatière ce que nous ne sommes pas. Mais le point important, et c'est là que je passe la main à Bruno, c'est que la matière naît sans masse. Donc ça n'est pas la matière. Ça n'est pas l'esprit. Qu'est-ce que c'est? Il y a beaucoup d'esprit dans cette matière-là, par contre. Bref. Bruno, c'est à toi. Excusez-moi, on peut peut-être... Déroulons pour voir si j'oublie quelque... Ah oui, j'ai oublié la vie, pardon. Excusez-moi. Bref. Ah oui. Non. Bref. Ah oui. Vous, les étoiles et moi, nous ne faisons que 1% de la masse de l'univers. Donc tout est quasiment dans l'invisible. La prochaine. Bref. Ça, c'est l'histoire. Ah oui, la table d'abondance, quand même. À table. Ça, c'est pour André et pour nos hôtes. Table d'abondance. La prochaine. Exégèse de la table d'abondance. Donc nous avons classé les éléments par ordre de complexité. Le plus simple, c'est le 1, il s'appelle hydrogène. Le 2 est l'hélium. Le 3 est le lithium. Le 4 est le beryllium. Le 5 est le bore. Le 6 est le carbone. Le 7 est l'azote. N'est-ce pas, monsieur Oudous? Il est très azoté. Bref, donc quand on classe les éléments par ordre d'abondance ou de rareté, on se rend compte que l'hydrogène domine largement. Donc l'univers est jeune. Bonne nouvelle. Parce que les étoiles pratiquent l'arithmétique. 4 fois 1 égale 4. 4 particules simples font un noyau d'hélium. 3 héliums, 3 fois 4 égale 12, font un carbone. Un carbone plus un hélium, c'est-à-dire 4 plus 2, fait 6, font 6. Et 6, c'est l'oxygène. On respire. La prochaine. Bref. Donc voilà la composition, non pas de l'univers, mais de Jean-Michel Tiefenbach. La prochaine.
Donc les étoiles font de l'arithmétique. 4 protons donnent un hélium, 4 fois 1 égale 4. 3 héliums, 3 fois 2 égale 6, donne le carbone. Le carbone plus l'hélium donne l'oxygène. L'oxygène plus l'oxygène donne le soufre. L'oxygène plus l'oxygène donne un soufre raté qui s'appelle le phosphore. Et voilà les éléments de la vie. La prochaine. Bon. Au début, tout était nuage. Et à la fin, tout sera étoile. Les étoiles jouent dans l'économie générale de l'univers le rôle d'artisans consciencieux. La prochaine. Chimie sur les... Alors, la chimie se concocte dans les nuages. Il y fait froid. Ils sont très légers. Et pourtant, la chimie procède. Pourquoi procède-t-elle? Parce qu'il y a des grains. Les grains sont des petites patinoires. Donc dans un gaz, les relations sont diffuses. Sur un grain, dans la mesure où les atomes glissent, ils peuvent se rencontrer. Donc la chimie est granulaire. La prochaine et la dernière. Donc voilà une météorite, et sur cette météorite, on a découvert une molécule complexe. On a découvert la glycine, qui est le premier acide aminé. Et finalement, ce qui nous manque, c'est une petite mare chaude. Pour finir, donc, les véhicules des molécules prébiotiques sont ces petites pierres qui tombent du ciel, mais ça ne suffit pas, il faut de l'eau chaude. Darwin dit que la vie prend naissance dans les petites mares chaudes. Donc voilà à peu près les J'ose présenter là, résumé un peu succinct, des prémices de l'existence. Voilà. Non, je voulais simplement, à titre personnel, mais aussi avec ma qualité de sénateur gersois, remercier très sincèrement et profondément André Daguin et Michel Cassé, qui sont à l'origine de tout ça. Ils y ont consacré beaucoup de temps, parce que vous vous doutez que c'est beaucoup de temps d'investissement personnel. Ça fait honneur à notre département, et j'espère qu'il y aura une suite. Voilà. Parce que je crois qu'on tient là un concept tout à fait utile. Et je n'émettrai que ce vœu, complété par un souhait, que nous arrivions, et je sais que c'est très difficile, et on se l'est dit plusieurs fois à l'occasion des rencontres interphilosophiques et religieuses qu'on a pu organiser avec Maurice en particulier, arriver à faire venir des jeunes, à intéresser. Alors il y avait monsieur le proviseur du lycée de Pardalin avec nous il y a encore quelques instants, essayer de faire venir des jeunes. Alors je ne sais pas suivant quelle formule, mais ça à partir d'un certain âge évidemment. Mais ça serait intéressant qu'on ait des élèves à partir de la seconde, quoi. Voilà. On a aussi des élèves à Auch qui sont dans l'enseignement supérieur. On a des BTS, on a des licences pro, etc. Il y a aussi les apprentis du CFA. Bon, voilà. Donc c'est un vœu et surtout un grand remerciement à vous deux. Merci beaucoup. Et vous pouvez les applaudir. Le doute dans la science, hein, on y est. Voilà, donc désolé pour cette interruption, mon ordinateur fonctionne. Donc moi ça va être peut-être moins philosophique, un peu plus technique, mais je vais vous inviter dans la science qui est en train de se faire, qui s'est faite il n'y a pas longtemps, et en particulier la découverte du boson de Higgs, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est une découverte quand même importante, scientifique, à laquelle j'ai eu le plaisir et l'honneur de participer directement. Donc je vais essayer de vous guider, évidemment c'est très pointu, mais de vous guider quand même, si vous voulez bien me suivre, dans la démarche scientifique, comme elle s'est faite, et puis je finirai par une interrogation qui j'espère vous empêchera de dormir. Alors il faudrait passer les transparences, ça aussi ça marche plus. Voilà. Tu appuies. Il s'agit de physique des particules, c'est mon domaine de recherche.
Et bon, je ne vais pas vous faire un cours de physique des particules, ça prend juste 5 ans à l'université. Mais donc, de quoi s'agit-il? C'est quoi les questions? Donc les questions, c'est de comprendre de quoi est faite la matière, c'est quoi ses constituants et comment ils se parlent entre eux, comment ils interagissent entre eux pour former les objets qu'on connaît dans la réalité. Alors la première question, c'est lesquelles? C'est quoi les briques élémentaires? C'est une question que l'homme s'est posée depuis toujours. Hein, l'air, le feu, on a un peu dépassé ça. Et donc maintenant, on a une liste de particules élémentaires qui sont les briques dont on pense que la matière est constituée, qui sont les électrons, ça vous connaissez certainement, puis d'autres qui sont moins connus, mais dont on a prouvé l'existence, qui sont par exemple les quarks. Et puis leurs interactions, c'est-à-dire comment elles se parlent entre elles pour s'arranger, se lier et fabriquer des objets complexes. Rien qu'à ce niveau-là, de lesquels on n'a déjà pas toutes les réponses, puisqu'on a observé dans l'univers de la matière dite noire, dont on n'a aucune idée de ce que c'est en termes de briques élémentaires. Après, on peut poser des questions encore beaucoup plus farfelues. Ça nous on a toutes les audaces, hein, ça ne nous dérange pas. Pourquoi les particules existent? Alors ça, je vais y revenir, parce que c'est une question un peu précise à laquelle Michel a déjà fait allusion. C'est-à-dire pourquoi les choses se matérialisent sous forme de particules. Puis d'où viennent toutes leurs caractéristiques, leur masse, ça aussi on va y revenir, et puis leur charge électrique. Par exemple, il y en a qui sont chargés, l'électron c'est chargé. Ça, j'y reviendrai pas, c'est un grand mystère. Puis alors des questions encore plus étonnantes, pourquoi y a-t-il 3 dimensions à l'espace? Je suis sûr que vous n'êtes jamais posé cette question, mais l'espace a 3 dimensions, la largeur, la longueur, la hauteur, mais on sait faire des mathématiques avec beaucoup plus de dimensions, jusqu'à 10 dimensions, ça ne nous gêne pas du tout. Il se trouve qu'on vit dans un monde à 3 dimensions. Et ça, on n'a aucune idée pourquoi. Donc il y a plein de questions comme ça, et il y a aussi la question historique, donc là, dont Michel vous a beaucoup parlé, c'est-à-dire comment tout ça s'est arrangé depuis le Big Bang, et est-ce qu'on a une théorie qui décrit toute l'évolution de ces grains de matière, comment ils sont arrangés depuis le Big Bang? On a une théorie qui dit ça maintenant. La prochaine, s'il te plaît, Michel. Voilà. Donc du Big Bang au laboratoire, en intransparent. Donc au Big Bang, les distances sont très 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 petites entre les particules. Elles sont incroyablement petites, même si l'univers lui-même est infini. Il faut s'imaginer un truc très très infini, mais très très dense. Donc les distances sont toutes petites et c'est très très chaud. C'est-à-dire que les énergies des particules individuelles sont très très élevées. Donc il y a beaucoup de chocs à des énergies très élevées. Donc c'est la même question de comprendre la structure de la matière à toute petite échelle et de comprendre les interactions à très très grande énergie. C'est pareil. Alors comment on regarde ça? Eh ben, on peut faire des observations cosmologiques, c'est essentiellement le travail de mes amis là, les astrophysiciens. Alors c'est bien parce qu'on a eu un univers qui est très varié, il y a beaucoup de choses à regarder. L'inconvénient c'est qu'on n'en a qu'un, donc on voit toujours le même, et on ne peut pas répéter les univers pour voir comment ça marcherait dans cet univers-ci ou cet univers-là. On en a un. Par contre au laboratoire, alors on est beaucoup plus limité. Par contre, on peut faire des expériences en changeant les conditions, faire des expériences de laboratoire. C'est ce qu'on fait dans les grands accélérateurs de particules. Alors, en quelque sorte, on va pour 2 particules, un proton contre un proton, recréer les conditions du Big Bang, mais alors dans des conditions très très modestes, hein, parce qu'il n'y a que 2 particules, pas une infinité. Par contre, cette collision-là va avoir la même énergie que celle qu'avaient les particules juste après le Big Bang. Voilà. S'il te plaît, Michel. Voilà. Alors les expériences en physique des particules, bon, il y en a que vous faites tous les jours, hein, c'est regarder, ça n'est que recevoir des photons lumineux hein, qui ont été émis par le soleil ou par une ampoule, ça va sonder la matière que vous avez devant vous, puis ça va rentrer dans votre œil. C'est une expérience de physique des particules qui vous permet de comprendre la matière qui est devant vous. Alors, si vous prenez un microscope, c'est un peu mieux, c'est toujours les photons de lumière hein, qui vont sonder la matière de l'échantillon et revenir dans votre œil. Avec ça, alors vu l'énergie des photons qui nous entourent, de cette unité bizarre qui s'appelle l'électronvolt dont Michel vous a déjà parlé, en gros un photon optique c'est un demi-électronvolt, c'est-à-dire bon, c'est la bonne unité hein, pour les photons de la lumière qui nous entoure. Avec ça vous voyez quoi? Vous voyez 1 micron de taille. À l'œil nu, vous ne voyez pas un micron, mais avec un microscope, vous pouvez voir jusqu'à 1 micron qui est à peu près une cellule végétale ou animale. Si vous voulez voir plus petit, il va falloir prendre des choses de plus grande énergie, taper plus fort. Vous pouvez prendre un microscope électronique, comme il y a sur la droite, là, par exemple. Ça va à une énergie qui est à peu près 10 000 électronvolts, c'est-à-dire 10 000 fois plus énergique que les photons de lumière. Avec ça, vous pouvez voir 10 000 fois plus petit. Et vous voyez les atomes.
Et puis pour aller au-delà, voir ce qu'il y a dans les atomes, hein, il y a des noyaux atomiques, il va falloir des microscopes électroniques de plus en plus grands. Le plus grand qui a été jamais utilisé, c'est celui qui est dans la photo du bas. Alors on l'a mis horizontal, hein, parce que vertical, ça serait un peu embêtant. Ça fait 3 km de long, c'est un grand microscope électronique, ça accélère des électrons jusqu'à des énergies de 50 GeV. GeV, c'est le milliard d'électronvolts, donc 50 milliards de fois plus énergique qu'un photon de lumière normale. Et vous voyez avec ça, 50 milliards fois plus petit qu'un micron. D'accord, ça commence à devenir vraiment petit. Voilà. Alors on a fait d'autres accélérateurs. Michel, s'il te plaît, excuse-moi, je mets à contribuer. Non, le laser marche. Alors au CERN, près de Genève, il y a un complexe d'accélérateurs qui sont ceux-là circulaires. Ben, c'est normal parce qu'au lieu de faire passer les particules une seule fois pour les accélérer, on les fait tourner sur un grand anneau et on leur donne une pichenette à chaque tour, ce qui permet de leur donner beaucoup plus d'énergie. Hein. Alors le premier, il y a tout un complexe qui a accompagné la croissance du CERN. Donc le CERN a été créé en 1954. Le premier accélérateur circulaire, il est là en bas, s'appelle le PS, c'est l'anneau qui est mauve. Ça fait 230 mètres de circonférence, donc ça tient dans un grand hall, si vous voulez. Et ça a été mis en œuvre en 1959. Puis le dernier, donc il y en a plusieurs intermédiaires qui ont jalonné l'histoire du CERN. Et puis le plus grand, c'est le LHC, 27 km de circonférence, donc presque 10 km de diamètre. C'est évidemment dans un tunnel, je vous montrerai une photo de la région, à 100 mètres sous terre. Ça, c'est le tunnel du LHC. Des grands bidons bleus, c'est ce qui contient l'accélérateur lui-même. Vous voyez que c'est tellement grand que quand on est dans le tunnel, on voit à peine qu'il tourne. Hein. La prochaine, s'il te plaît. Alors avec ces outils, ben, on a exploré la matière, donc je reviens à la description de la matière, donc les échelles de taille qui sont importantes à connaître. Hein. Avoir avec ses yeux un cheveu 0,1 mm, un dixième de millimètre, ça, facile. Avoir avec un microscope optique une cellule animale, un micron, c'est-à-dire déjà un millième de millimètre, un millionième de mètre. Avoir avec un microscope électronique un atome, un milliardième de mètre. Alors là, il y a un grand trou, parce que dans l'atome, il y a beaucoup de vide, et la structure en dessous, c'est un noyau atomique, et là, on ne va pas sauter d'un facteur 1000, mais de un facteur 1000, puis un facteur 1000. D'accord ? L'atome, c'est 1 million de fois plus petit le noyau, c'est 1 million de fois plus petit qu'un atome. Donc on est au niveau de ce que nous, on appelle dans notre jargon un Fermi, du nom du grand physicien Enrico Fermi, italien, 1 millionième de milliardième de mètre. Ça, c'est le noyau atomique. Dans le noyau atomique, il y a des protons et des neutrons, puis nous, on est allé chercher encore ce qu'il y a dans les protons et des neutrons. On a trouvé des quarks, bien. Et donc, on est à peu près maintenant au niveau d'exploration d'un centième de cette échelle-là, un centième de Fermi. Centième, 2 millionième, 2 milliardième de mètre. Voilà, c'est là qu'on travaille, moi, c'est là, je suis là, à l'aise, tous les jours. Hein. Et voilà, et on a des briques élémentaires qui sont décrites à peu près à ce niveau d'échelle de taille, qui sont les électrons, les quarks, et puis les neutrinos, dont a parlé Michel aussi, donc on sait que c'est ponctuel à cette échelle-là. Quand on dit ponctuel, c'est juste qu'on n'a pas trouvé de choses plus petites dedans. D'accord ? Pour nous, c'est ponctuel. Il y a une théorie très très importante qui décrit ces particules et leurs interactions, qui est basée sur les deux révolutions scientifiques de la physique du début du XXe siècle, qui sont la mécanique quantique. Donc là, j'ai figuré Planck, donc qui a donné son nom au satellite, hein, Planck, et la relativité d'Einstein. Einstein, à l'époque où il découvre sa relativité, pas du tout le vieux savant à cheveux blancs. Il a 26 ans, hein, en 1905. Alors cette théorie marche très très bien, elle est sur Terre, disons, en laboratoire, et pour tout ce qui nous concerne, c'est extraordinairement prédictif, ça prédit toute l'électronique, la radio, les IRM, le nucléaire. Pourquoi brille le soleil ? Quand même très très important, pas du tout compris avant cette théorie, hein, pas du tout compris. Mais elle est incomplète parce que, comme je vous l'ai dit, on voit dans le cosmos de la matière noire, de l'énergie noire dont a parlé Michel, et qui ne rentre pas encore dans cette théorie. Pour le moment, on n'en a pas de bonne description. Michel. Alors, avant 1964, c'est là qu'on va s'intéresser aux bosons de Higgs. Avant 1964, cette théorie, elle est pas mal, elle a des bons aspects, elle est assez séduisante, mais elle manque de sa clé de voûte. Elle manque d'un principe unificateur, et en particulier, un peu comme l'a dit Michel, autour du problème de la masse, c'est-à-dire que la théorie fonctionne bien pour des particules sans masse.
Alors les particules sans masse, ça fait le gaz qu'a décrit Michel juste après le Big Bang, d'ailleurs j'y reviendrai. Les particules sans masse vont à la vitesse de la lumière. Alors ça vous fait un univers où les particules... Alors c'est déjà des quarks et des électrons, mais ils vont tous à la vitesse de la lumière. Là, ça va dans tous les sens. Et ça ne peut pas créer des taliers, ça ne peut pas faire de la matière. Les particules sans masse sont dispersées. Donc c'est évidemment pas l'univers dans lequel on vit, hein. La matière c'est organisé. Et puis c'est pas très marrant à regarder, même du point de vue théorique, hein. Il ne se passe rien là-dedans. Et donc l'origine de la masse est vraiment au cœur de beaucoup de questions. Et là je parle, alors là c'est la seule subtilité vraiment de la présentation, c'est la masse inertielle. Vous avez un peu deux formes de masse, la masse qui attire par la gravitation, et puis la masse inertielle, c'est la masse qui s'oppose à l'action. C'est-à-dire, si il y a un endroit, à un certain moment, si je pousse dessus, bon, s'il n'y a rien, si je pousse, ça s'enfonce, ça ne résiste pas. S'il y a une particule, cette particule résiste, c'est l'inertie. Comme quand vous voulez déplacer une voiture, elle résiste, hein, c'est l'inertie. Et en fait, c'est ce qui définit la présence d'une particule. Pourquoi je dis qu'il y a une particule? Parce que si j'exerce une force à cet endroit-là, ça résiste, alors que si c'est vide, ça ne résiste pas. Ça, c'est la masse inertielle. Finalement, pourquoi il y a une particule? Qu'est-ce que c'est que cette condensation, cette présence de machin qui fait que là, je peux dire, il y a quelque chose? C'est ça la base de questionnement de la physique, en fait. Et alors, en 1964, des auteurs que je vais vous présenter maintenant ont découvert un mécanisme théorique qui fait exactement ça, qui dit pourquoi, alors elle ne dit pas combien, elle ne dit pas comment, mais elle dit pourquoi à un endroit va apparaître la présence de quelque chose qui est inerte. Hein. Voilà. Alors on pense que l'échelle de distance où tout ça se produit, c'est justement l'échelle à laquelle on a accès maintenant avec les grands accélérateurs d'un centième de Fermi. Prochaine. Voilà les articles fondateurs de 1964, deux articles dont vous avez les en-têtes ici, c'est des articles scientifiques dans une revue scientifique. À gauche, une paire de théoriciens belges, Robert Brout et François Englert, photographiés à l'époque, et à droite, le physicien écossais Peter Higgs, qui va donner son nom au boson de Higgs. Donc il y a des précurseurs, hein. Les découvertes ne sont jamais seules. Il y a des précurseurs que j'ai nommés avant par respect, et puis des suiveurs qui vont aussi développer ça. Mais l'idée fondamentale est là, et ces deux articles décrivent ce mécanisme curieux qui va faire se condenser l'espèce de vide pour donner leur masse aux particules. Alors Higgs, à droite, dans cette équation, croyez-moi, là, qui est un peu compliquée, mais ça décrit autre chose, ça décrit que ce mécanisme va donner naissance lui-même à une particule qui est le témoin de cette interaction. Et c'est ça le boson de Higgs. C'est le témoin de la façon dont ça se condense pour donner la masse aux particules. J'espère que vous me suivez. Alors après, ça a été repris pour arranger tout ça, donner naissance à ce qu'on appelle le modèle standard, qui est la théorie qui marche si bien aujourd'hui. Sauf que la théorie de Higgs, elle décrit tout, sauf la masse du boson de Higgs. C'est-à-dire, alors c'est très ennuyeux parce que pour produire une particule, il faut que votre accélérateur ait l'énergie suffisante pour atteindre cette masse. Si vous ne connaissez pas la masse de la particule prédite, vous ne savez pas à quel accélérateur vous allez pouvoir la découvrir. Et donc depuis 1964, tout nouvel accélérateur a cherché le boson de Higgs, sans le trouver, jusqu'en 2012. Voilà. La prochaine, s'il te plaît. Alors, je reviens à l'évolution de l'univers, toujours cet échange entre l'évolution de l'univers et la physique microscopique. Comment ça se passe, donc? Il y a le Big Bang, temps zéro. Là, je laisse Monseigneur dire ce qui se passe. Mais pas pour longtemps. Pas pour longtemps, parce que je reprends les rênes un millième de nanoseconde après, d'accord? Un millième de milliardième de seconde. Là, ça y est, ça retombe dans mon domaine. Alors l'univers est très très chaud, hein, 10 puissance 16 Kelvin, je pourrais vous dire combien de milliards ça fait. Et déjà il se refroidit, il commence tout de suite à se refroidir. Il y a les particules élémentaires, donc ça c'est la phase dont Michel vous a parlé, hein, les quarks et les électrons qui n'ont pas de masse. C'est ce gaz désordonné, tout le monde va à la vitesse de la lumière. Et là entre en action le fameux mécanisme de Brout-Englert-Higgs, d'accord, qui est un processus similaire à la condensation. Vous mettez de la vapeur d'eau dans un grand volume, puis vous expandez ce volume. C'est ce qui se passe avec l'univers, d'accord? Il va se former des gouttelettes, ça se condense.
Alors là, ce qui va se condenser, c'est le vide quantique. Michel vous a parlé de le truc original qui est le vide quantique. Le vide quantique va se condenser. Voilà. Et le résultat de cette condensation, ce n'est pas des gouttelettes, c'est une certaine tension interne, un peu comme une espèce de gelée sur laquelle on tire. Là. Il n'y a plus rien, il y a une tension. Et les particules qui traversent ce vide, qui sont en fait toutes dans le vide, hein, au lieu d'être complètement indépendantes et désordonnées, vont acquérir de la masse par interaction avec cette tension. C'est comme si la gelée se condensait autour de chacune des particules. Elles vont prendre de la masse et du coup, elles vont se calmer. Elles ne vont plus à la vitesse de la lumière et elles sont susceptibles d'avoir des interactions intéressantes. Et de former des noyaux atomiques, des atomes, des galaxies, et puis des petits bonshommes qui, en 2012, après Jésus-Christ, donc on a passé 13,8 milliards d'années, alors là pas en 13,8 minutes, mais presque en 13,8 secondes, au LHC et au CERN, d'accélérateurs de particules, vont créer des collisions, comme je vous ai dit, proton-proton, suffisamment énergétiques pour voir ressurgir le témoin du mécanisme qui se passe à 10-12 secondes, qui est le boson de Higgs. D'accord ? Voilà, c'est la partie la plus technique. Alors là, maintenant, je vais vous parler comment ça se passe, hein, vraiment, comment on a fait ça. Vas-y. Donc le LHC, c'est un accélérateur donc, de 27 km de circonférence. Ça, c'est la photo de son empreinte au sol, puisqu'il est 100 mètres sous terre. Vous ne voyez rien que 8 puits d'accès, qui sont dans la nature. Hein. Le lac Léman, ici, là. Le Mont Blanc au fond, c'est très joli. L'aéroport de Genève, pour ceux qui connaissent. C'est à cheval sur la frontière franco-suisse. La première fois qu'on a fait une réunion, et j'avais le plaisir d'y être, j'étais étudiant à l'époque, c'était en 1984 pour parler de cet accélérateur. Vous voyez le temps que ça prend à mettre les gens d'accord, déjà, 10 ans, et puis à le construire, et mise en service en 2008. Prochaine. Donc, pour en dire un peu plus, donc là, on est dans le tunnel au moment de la construction. Les grands bidons bleus, vous les reconnaissez de la photo précédente. Et là où vont circuler les particules, c'est les deux tubes qui sont couverts par des petits capuchons, évidemment, pendant la construction. Après, ils vont être connectés tout du long, où les paquets de protons circulent en sens inverse l'un de l'autre. Ce que je vais figurer ici, c'est un collisionneur, et on accélère dans un sens sur les 27 km et dans l'autre sens des petits paquets de protons, le noyau d'hydrogène qui sortent d'une petite bouteille d'hydrogène banale. Hein. Voilà. Et puis, on fait des points de collision. Donc, pour figurer très très vite, je m'excuse ici, mais de prendre une image parisienne, vous prenez le périphérique parisien, qui fait à peu près la même taille, 27 km de circonférence. Et puis, en 4 points, vous échangez de périphérique intérieur et de périphérique extérieur, et vous faites des croisements. Et vous avez des collisions. C'est exactement ce qu'on fait. La prochaine, Michel. Alors à ces points de collision, on a mis ce qu'on appelle nous des expériences, mais qui ne sont pas des expériences au sens où vous l'entendez d'habitude, parce que en général pour une expérience, si je mélange le liquide bleu, le liquide rouge, je vois si ça fait du jaune ou du vert. C'est pas ça, c'est un observatoire de collision. C'est-à-dire la machine produit des collisions tout le temps, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, enfin quand elle marche, parce que ça reste un grand prototype. Hein. Et nous, on regarde tout ce qui sort de ces collisions. C'est un observatoire de collision. Alors, c'est des observateurs gigantesques, c'est immense, d'accord ? Il y a 2 très très grandes dont je vais parler parce que c'est celles qui ont participé à la découverte des bosons de Higgs, qui s'appellent Atlas et CMS pour des raisons obscures. Et alors, c'est très grand, c'est des détecteurs très très rapides, hein, puisqu'il y a 40 millions de croisements de paquets de protons par seconde, donc il faut aller vite pour les voir. C'est très très finement divisé, c'est comme si vous avez un appareil photo, mais répété des millions de fois. Et donc, ça sort beaucoup d'informations, donc il y a beaucoup d'électronique. C'est mis en œuvre par un système social très amusant, mais je n'ai pas le temps de vous décrire, mais à l'apéritif, je pourrais vous en dire, parce que c'est des collaborations mondiales. Chaque expérience est faite par à peu près 2000 physiciens qui viennent de 150 instituts répartis sur toute la surface du globe et autogérés. Autogérés. On se désigne notre propre hiérarchie indépendante. Alors ça parle toutes les langues, donc l'anglais. Et ça désigne son propre... C'est indépendant, il y a des hiérarchies académiques ou de laboratoires. C'est-à-dire un professeur chez lui peut être un physicien de base. Et puis moi j'étais physicien de base à Saclay, j'ai dirigé la construction d'une énorme partie de détecteurs. Voilà. Alors voilà là, une figure de l'expérience. Moi je suis dans Atlas, hein, celle-là. Ça c'est l'expérience concurrente, ouverte. Vous voyez le bonhomme ici. Vous voyez la taille du détecteur. La suivante. Alors ça, c'est mon détecteur, enfin, je suis un parmi les 2000. Hein.
Atlas, donc ça pendant la construction, là aussi, donc vous voyez, c'est des très 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 grands objets mécaniques, là encore la taille du bonhomme. Et puis au centre, là où se produit la collision, la bijouterie extrêmement fine où on mesure les trajectoires des particules à 1 micron près. Donc c'est cette complexité, cette organisation qui est fantastique à vivre en fait, comme aventure scientifique. Ouais. Et beaucoup de bonne volonté. Ça, c'est des physiciens, hein, c'est pas des techniques, c'est des physiciens qui sont là avec le casque à faire leurs mesures. Et ça, c'est votre serviteur. En 2002, avec un peu moins de cheveux blancs, je manipule un machin qui s'appelle un module d'un calorimètre électromagnétique, qu'on a construit chez nous à Saclay. Donc après un début un peu chaotique en 2008, on a eu un gros accident, puis on a récupéré. Bon. Ça a bien marché en 2011 et 2012, c'est-à-dire que le LHC a produit beaucoup de collisions de protons, ce chiffre-là, avec des détecteurs bien opérationnels. Et donc là-dedans, dans ces milliards de collisions, on cherche des candidats Higgs, c'est-à-dire des événements qui ressemblent à ce que la théorie nous a dit qu'un boson de Higgs, à quoi ressemblerait un boson de Higgs produit dans nos collisions. D'accord ? Et ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. Donc vous voyez le fouillis de traces. Alors tout ça est reconstitué par ordinateur. Hein. On n'est plus dans les chambres à bulles. Chaque détecteur est électronique, il va très très vite. Et après, on reconstruit avec des gros programmes, des gros logiciels, des traces là-dedans. Vous voyez, toutes ces traces, en fait, n'ont été vues que comme des points, mais l'ordinateur sait trouver des trajectoires. Et donc le signe ici que ça pourrait être un boson de Higgs, c'est les 4 grosses traces rouges qui sont figurées ici, qui disent cette collision-là, elle est particulière. Elle ressemble à ce que nos théoriciens nous ont dit devrait être un boson de Higgs. Ça, c'est une vue transverse à la collision avec une échelle de 5 mètres là, sur la photo. Ça, c'est la vue longitudinale, c'est-à-dire le long de l'axe des faisceaux où se produisent toutes les collisions. Une toute petite échelle au point de croisement, 5 cm. Vous voyez le détail. Tous les points ici, c'est des collisions qui ne nous intéressent pas. Celle qui nous intéresse, c'est ici, celle dont sortent les 4 traces rouges. Là. Vous voyez le détail extrême dans lequel on arrive à aller. Vas-y. Bon, alors il y a beaucoup d'analyses, beaucoup de choses à faire, etc. Et voilà, un graphique professionnel, j'aime bien dans les conférences grand public montrer vraiment la science comme on l'a fait nous. Qu'est-ce qu'on a vu vraiment? Voir une nouvelle particule, c'est ça. C'est ce graphique où, alors, regardez d'abord la courbe en bleu. La courbe en bleu, c'est ce que nous disent nos calculs s'il n'y a pas de boson Higgs. Il n'y en a pas, il était ailleurs, puis il n'y en a pas dans la nature, finalement, cette prédiction. Il y avait des prédictions qui, quelques années juste avant ça, nous disaient il y a des modèles maintenant sans Higgs. Alors si on prend ces modèles, on calcule avec toutes les autres interactions, on trouve la courbe en bleu. Les points noirs, c'est ce qu'on a vu dans l'expérience. D'accord ? Donc c'est toujours un point, une barre d'erreur, toujours le doute mis en mathématiques. Hein. Et voilà, et vous voyez que les points noirs, par exemple, ici, suivent parfaitement la courbe en bleu, aux fluctuations près, sauf à un endroit où ils s'en écartent. Là. Et maintenant, voyant que ça s'en écarte, je peux dire, si c'était un boson de Higgs, est-ce que j'arriverais à modéliser cet excès, cet écart des points expérimentaux par rapport à la courbe bleue? Est-ce que je peux en faire quelque chose qui s'interprète comme un boson de Higgs? La réponse est oui. Si je prends le modèle de Higgs, et Brout et Engler, etc., je mets la courbe, l'histogramme rouge, voilà, qui va parfaitement s'ajuster. Alors il faut voir que là-dedans, moi, au début, je ne sais pas où cet excès va se produire, ou si même il va se produire. Si ça se trouve, il n'y en a pas de boson de Higgs, et puis il aurait pu être ici. Donc, voyant ça, j'ajuste avec les traits rouges, et je dis, voilà, j'ai découvert le boson de Higgs. Hein, voilà, en gros. Hein, c'est un peu plus compliqué, mais en gros, c'est ça. Et je lis sur l'échelle, ici, la masse du boson de Higgs, qui était de grands trucs ignorés jusque-là, entre 100 et 150, 125. 125 giga-électronvolts. Et voilà. Alors, le 4 juillet 2012, le directeur général du CERN de l'époque, Rolf Heuer, convoque un grand séminaire dans l'auditorium du CERN. Voilà. Alors, ce qui est amusant, c'est que moi, je suis dans Atlas, donc je connais très bien les résultats de ma collaboration, mais je ne sais pas ce qu'a vu la collaboration CMS. Donc, ces deux expériences sont à deux bouts opposés de l'anneau. Ils voient des collisions qui ne sont pas les mêmes, mais qui sont le même type. C'est-à-dire ces collisions proton-proton, donc chacun a regardé indépendamment de son côté. Moi, je ne sais pas ce qu'il y a chez les autres. Bon, il y a des rumeurs quand même, mais je ne sais pas préciser. Les 3 seules personnes qui savent tout, c'est le directeur général du CERN et les 2 porte-paroles des 2 expériences qui ont décidé en commun de convoquer ce séminaire. Donc je me doute bien que si on convoque le grand séminaire, c'est qu'ils ont vu quelque chose aussi. Mais quoi, dans le détail du professionnel, je ne sais pas. Alors après, les 2 porte-paroles, donc Jean-Yves Candela pour CMS et Fabiola Gianotti, dans
pour Atlas, qui est notre porte-parole de l'époque. On est très très féministe. Elle est d'ailleurs directeur général du CERN maintenant. Présente les résultats et voilà, donc c'est un applaudissement général. C'est un aboutissement, vous avez vu, de plus de 25 ans d'efforts expérimental. Et on y est. Bon, on avait quand même un indice, c'est que dans l'auditoire, il y avait François Englert et Peter Higgs. Donc vous voyez, ils ont pris évidemment aussi quelques cheveux depuis l'invention de leur théorie en 1964. D'accord. On est 44 ans après. Donc on disait quand même que si le DG avait invité les auteurs de la théorie, c'était pour des raisons sérieuses. Voilà. Voilà, donc ça a quand même, pour une fois qu'un sujet de sciences fondamentales fait un peu les unes des journaux, Le Monde, le New York Times, et le titre magnifique de Libération, La masse est dite. Oui, on en a pour tout le monde. Donc alors bon, les journaux, c'est pas notre publication, hein, c'est pas sérieux. Ce qui est sérieux, c'est de soumettre des articles dans des revues scientifiques à comité de lecture. Et donc on a 2 articles, des deux collaborations, on a réussi, alors qu'on est très 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 compétiteurs, hein, très compétiteurs. Maintenant on s'est mis d'accord pour publier dans la même revue, dans la même sortie, Physics Letters B, qui du coup, alors que c'est une revue très austère, hein, d'habitude, c'est pas du tout amusant à regarder. Et là, ils nous ont fait quand même une première page exceptionnelle avec la photo donc, du CERN et du Mont Blanc, et les 2 graphiques qui prouvent l'existence du boson de Higgs. Alors prouver, est-ce que c'est le boson de Higgs? On ne peut jamais le prouver. Disons qu'on a trouvé un truc qui ressemble beaucoup au boson de Higgs décrit par la théorie. L'année d'après, François Englert et Peter Higgs reçoivent le prix Nobel de physique. Pas le CERN, parce que ces collaborations sont tellement grandes, on n'aurait pas bien su à qui le donner en plus. Oh, ils auraient pu faire un effort. Mais bon, c'est pas dans la tradition du Nobel de physique. Alors depuis, le LHC s'est arrêté 2 ans pour des améliorations, et puis on a repris le fonctionnement depuis 2015, et on a fait beaucoup d'autres mesures, beaucoup plus que le graphique que je vous ai présenté. Il y a beaucoup d'autres facettes à cette particule qui toutes vont confirmer qu'il se comporte comme le boson de Higgs le plus standard, ce qui, ma foi, est un peu dommage. On aurait bien aimé trouver un petit exotisme, mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Voilà. Alors qu'est-ce que ça nous apprend, finalement? D'abord, une chose quand même importante, c'est que ça nous apprend que cet édifice théorique de 1964 est confirmé, ce qui était loin d'être évident. Et cette particule, Michel pourrait vous en parler du rôle de ces particules dites scalaires dans l'univers, c'est très très curieux. Ce n'est pas une particule qui constitue la matière, ce n'est pas non plus une particule qui transmet les forces, c'est vraiment un cas à part. Ça nous confirme que la masse, donc l'inertie dont je vous ai parlé, n'est pas une propriété singulière. C'est-à-dire, c'est pas, pardon monseigneur, c'est pas l'électron à telle masse, le proton à telle masse. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est une propriété dynamique. C'est-à-dire, c'est par interaction avec un milieu, le vide quantique, c'est essentiellement dynamique. Et moi, je trouve que c'est très joli, ça, de dire que l'inertie est dynamique. D'accord ? Vous voyez le paradoxe, c'est quand même quelque chose de très très fort. Alors ça nous dit la valeur de la masse du Higgs, ça c'est technique, 125 GeV. Et voilà, un dernier point d'attention, là c'est un peu compliqué, mais vraiment, je voudrais ne pas vous laisser tranquille, parce que cette valeur est une valeur critique pour la stabilité de l'univers. C'est une valeur qui nous met au bord du gouffre, et d'un gouffre cosmique. Hein. Alors est-ce que c'est un hasard qu'on soit juste là? Personne n'en sait rien. Ça peut être une coïncidence. Alors, j'ai essayé de vous expliquer de quelle stabilité il s'agit. L'univers, c'est un système physique, d'accord ? Et donc, il y a un certain équilibre. Il y a un certain équilibre parce que sinon, les lois de la physique vont changer tout le temps. Bon, ça ne fait pas un univers, ça. Alors, on figure cette stabilité par une vallée, si vous voulez. Donc là, c'est un truc qui est relié au Higgs. Et vous prenez la courbe jaune qui ne cesse de monter, là, et il y a un creux. Et nous, on est là. Donc il faut s'imaginer que c'est comme une bille qui serait dans... La stabilité est due au fait que cette bille, si vous la déplacez un peu de son point d'équilibre, elle va y revenir. Et ça, c'est ce qui définit la stabilité. Hein. Un truc instable, c'est un truc que quand vous l'éloignez un peu de son point d'équilibre, pof, il fout le camp ailleurs. Là, on est dans un endroit relativement confortable et stable. Alors vous avez plusieurs autres possibilités, ça pourrait être instable. Alors instable, ça serait une courbe qui n'est même pas figurée là, vous êtes au sommet d'une montagne et vous ne faites qu'en descendre. Vous posez la bille, elle va ailleurs.
Donc ça, c'est l'instabilité. Alors on sait qu'on n'est pas dans un univers instable. Sinon, on ne serait pas là pour en parler. D'accord ? Puis il y a une solution un peu dérangeante, qui est ce qu'on appelle un truc, une situation, même, c'est pas que l'univers, hein, il y a beaucoup de situations comme ça dans la physique, métastable. Métastable, vous avez votre point d'équilibre confortable et habituel, mais vous en avez un autre éloigné, et qui est loin, hein, qui est très très loin. Si vous étiez en physique classique, vous êtes peinard, parce qu'il n'y a pas moyen de passer par-dessus la montagne en physique classique. Mais la physique est quantique. Et la physique quantique, vous avez moyen de traverser les montagnes pourvu qu'elles ne soient pas trop hautes, parce qu'on appelle l'effet tunnel. L'effet tunnel, c'est juste que les fluctuations ici vont avoir de temps en temps une probabilité, pas nulle, de se barrer dans le vide d'à côté, là, l'endroit à côté. Et ça peut bien être le cas de notre univers. Et la forme de cette courbe dépend des paramètres, et en particulier de la masse du boson de Higgs. D'accord ? Vous voyez, donc on est dans... Et comme je vais vous le montrer, il est fort probable qu'on soit dans une situation comme ça, où l'univers est métastable. Voilà. Alors voilà, c'est là que je vous ai fait un peu peur quand même. Enfin, j'espère. Le but de la science, c'est toujours de laisser les gens tranquilles. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Toujours, toujours. Alors voilà, ça c'est le graphique technique. Hein. À nouveau, j'aime bien vous montrer des graphiques professionnels, parce qu'il n'y a pas de raison que d'éloigner les gens de ce qui se passe vraiment. Alors voilà, donc là vous avez la masse du boson de Higgs dans cet axe-là, puis là la masse d'une autre particule qui est le plus lourd des quarks qu'on connaît, la masse du top quark, du quark top. Et les couleurs, tout ce qui est vert, c'est un univers stable. Tout ce qui est rose, c'est un univers instable, donc exclu, hein, a priori. Puis ce qui est jaune, c'est métastable, c'est-à-dire c'est les univers où on a cet autre vide qui est là, dans lequel on pourrait bien passer par effet tunnel. Alors, on est là. On est là, et si je zoome ce petit carré, on est là. Donc la zone instable en rouge, la zone stable en vert, la zone métastable en jaune. Alors déjà, on est plutôt métastable. Désolé. On n'est quand même pas très loin de la stabilité, parce que si on était très près de l'instabilité, on y serait déjà barré. Alors là, quand même, bon, pour que votre apéro soit un peu plus tranquille, le temps moyen pour aller dans l'autre vide. Alors si on va dans l'autre vide, c'est juste on disparaît, hein, parce que les lois de la physique changent, tout est complètement... On ne sait même pas ce qu'il y a dans l'autre vide. Hein. Dans l'autre truc, là, l'autre endroit plus stable. Mais le temps de vie moyen est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grand de 13 milliards d'années. Ça va, vous êtes rassurés. Sauf que, je vous rappelle que dans une décroissance radioactive, la valeur la plus probable, c'est, Michel, tout de suite. La valeur la plus probable. C'est 0. Non, la valeur la plus probable, c'est 0. C'est tout de suite. La valeur moyenne, c'est très 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 grand. Ah non, vous dites gérer ça comme vous voulez. Voilà. Alors après, il y a plein de questions qui sont liées justement à l'inflation, la phase d'inflation, qui sont liées à ça aussi. Là, j'ai pas le temps de vous en parler. Je vous laisse sur ce constat. Alors, le futur de cette aventure, comme je vous l'ai dit, on sait que le modèle standard est incomplet, donc on continue beaucoup de rechercher. La cosmologie nous a montré la matière noire, l'énergie noire. En physique des particules, on a des tas de problèmes théoriques internes à ce modèle qu'on pense reliés. Et toujours les deux façons d'aborder le problème. En laboratoire, donc le LHC va tourner jusqu'en 2035. Maintenant, dans une phase plus exploratoire, on a trouvé le boson de Higgs, on cherche à savoir tout le contexte, qu'est-ce qu'il y a autour, au-delà. Il y a d'autres expériences, dont une qui m'est chère, qui va essayer, on n'a jamais vu si l'antimatière, dont Michel a parlé, si elle tombe comme la matière ordinaire, et on va essayer de faire ça. On va essayer de fabriquer de l'antihydrogène et de la faire tomber, pour voir si elle tombe sur le champ terrestre ou pas. C'est extraordinairement difficile, mais bon. Et puis l'autre façon, c'est les observations cosmologiques, qui continuent avec des instruments comme Planck, mais au-delà, de plus en plus sophistiqués, le fond diffus, les ondes gravitationnelles dont vous avez entendu parler, qui sont un nouveau moyen d'explorer l'univers, la géométrie de l'univers. Et alors, ça c'est une ligne très personnelle, donc les grandes théories, finalement, il n'y en a pas si souvent que ça. Il y a des développements théoriques, mais des théories qui changent notre façon de voir le monde, il n'y en a pas tant que ça. Et là, je suis optimiste, je perçois un frémissement d'idées nouvelles autour de gravité émergente, thermodynamique, enfin bon, voilà. Et j'aime bien penser que
il va y avoir une révolution théorique qui nous permettra de vraiment faire un grand pas. Et voilà. Juste la prochaine. Ah si, juste un hommage encore à Stephen Hawking, qui est vraiment un scientifique extraordinaire par la portée de ses découvertes et par sa personnalité, qui nous a fait l'honneur de visiter le LHC à un moment. Donc il est dans le tunnel du LHC ici. Et encore la prochaine. Encore une. Voilà, un immense merci aux organisateurs, André Daguin, mon ami Michel, la ville, département, consort, et puis tout. Bien, mais il me revient de remercier à la fois Michel Cassé et Bruno, et de remercier évidemment André Daguin, enfin de tous ceux qui ont participé, vous tous, hein, les Socrates, les modérateurs, les rédacteurs, les personnalités politiques, cet endroit qui nous accueille, et puis de nous souhaiter de nous retrouver l'année prochaine avec des jeunes. Mais tu vas le dire, ton mot. Viens dire ton petit mot. Voilà. Juste pour compléter, vous entendez? L'Europe existe, nous l'avons rencontrée. Le CERN est un exemple d'Europe réussie. Donc je vous incite, hommes politiques et citoyens, à considérer que l'Europe existe. Bien. Et le mot ultime revient à André Daguin. Alors, nous allons commencer la première séance de travaux pratiques de gastronomie. Vous avez à manger, vous avez à boire, vous avez des savants. Donc, toutes les conditions sont réunies. Le buffet est ouvert. Bon appétit.